Alors, on va attendre encore quelques minutes, très rapidement, le temps que tout le monde arrive. Peut-être une petite question en attendant pour ceux qui sont déjà présents. Aux États-Unis, en l'espace d'un an, les budgets content marketing ont doublé. On est passé de 20 à 40% des budgets marketing investis en content marketing. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez observé ce type d'augmentation justement de moyens et de budget sur les sujets de content marketing et de SEO? Voilà, sachant que l'idée, hein, c'est de pouvoir répondre dans le chat. Donc, on a une majorité de oui. Donc, c'est une excellente nouvelle. Pour une fois, la France n'est pas aussi en retard par rapport aux États-Unis. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et autre question, en attendant l'arrivée de tout le monde, le pilier du contenu est vraiment en SEO un pilier qui a pris énormément d'importance. Ça, j'imagine que vous avez dû le remarquer. En moyenne, combien de contenus rédigés vous allez publier, vous, sur le site web de votre entreprise chaque mois? Est-ce qu'on est par exemple sur 5 contenus, 10 contenus, 50 contenus par mois? Donc là, on a du 3, on a du 4, du 4-5. Ah, on monte à 10 et 25. 2. Objectif de plus d'une dizaine. OK. 5 à 6. 15. D'accord. Alors, Alex pose la question, est-ce que 25 c'est beaucoup? Oui et non, en fait. Tout est un sujet d'investissement et de retour sur investissement marketing. Écoutez, là, on a pas mal de personnes qui sont arrivées, donc on va commencer. Donc déjà, merci à tous pour être présents pour ce webinaire. L'idée de ce webinaire, c'est, je pense, vous l'avez tous entendu parler de la bascule du moteur de recherche vers le moteur de réponse de Google. On est en train de basculer d'un univers du SEO vers le AEO, donc le Answer Engine Optimization. Et l'idée de ce webinaire, c'est de bien analyser au final l'impact de ces changements et aussi les méthodes pour en transformer ce tournant en une opportunité de votre côté pour votre entreprise. Donc, pour commencer, pour me présenter rapidement, je suis Nicolas Nguyen, donc cofondateur de Réputation VIP et de SEMJ. Pour ma part, je suis expert SEO depuis maintenant 10 ans, ça ne me rajeunit pas. J'ai eu la chance en 2010 de remporter le concours SEO de l'époque et vous me retrouverez assez souvent, bien entendu en webinar, mais également dans les conférences des gros événements SEO, par exemple le SEO Camp Paris, le Searchway ou encore le Web Today. Pour dire 2 mots sur Réputation VIP, qui on est une belle équipe de 30 passionnés du SEO avec la particularité d'avoir une approche très R&D et data-driven autour du SEO. Par exemple, on a un tiers des effectifs qui sont en R&D. Et donc, on va accompagner nos clients sur 3 piliers principaux, le technique, le content, le netlinking, et donc les accompagner sur leur stratégie SEO, à la fois par exemple des très belles startups comme le livre scolaire, concurrent de Hachette, puis également bien entendu des grands comptes type Massif, Uber ou Burger King. Autre point, côté CMJ, CMJ c'est quoi? C'est notre tout nouveau bébé, qui est une plateforme SaaS à destination des grandes marques qui souhaitent tout simplement démultiplier le trafic vers leur contenu. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'accompagner et de guider les équipes marketing sur toute l'approche content pour aller tout simplement prioriser leurs actions, optimiser les contenus et mesurer la performance, notamment en termes de trafic et de conversion. Et là, par exemple,
On va avoir des belles marques comme Cdiscount, April, Fiducial ou encore La Vie Claire qui l'utilisent. Pour commencer ce webinaire, je souhaitais l'illustrer par un exemple. On va prendre l'exemple d'une entreprise de vente de systèmes de chauffage. Ça, c'est notre entreprise. Et donc, bien entendu, comme toute entreprise, notre objectif, c'est de générer de la croissance. On va prendre un autre exemple en face. C'est notre client qui s'appelle Damien et qui a 35 ans. Et Damien, il vient d'acheter une maison. Et il cherche à mettre en place justement un système de chauffage. Et l'idée, c'est quoi? C'est que Damien, comme beaucoup de consommateurs et d'acheteurs, il va commencer ses recherches pour trouver son système de chauffage, notamment sur Google. D'accord? Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on peut voir dans les études, c'est qu'on a 72% des acheteurs qui, en effet, vont commencer leurs recherches sur Google. Et ce qui est intéressant également de prendre en compte, c'est que comme la majorité des acheteurs, Damien ne sait pas exactement encore aujourd'hui à quelle entreprise il va acheter son système de chauffage, puisqu'aujourd'hui, 90% de ces acheteurs n'ont en fait pas encore décidé au moment de leur recherche à quelle entreprise ils allaient acheter. Donc la grande majorité. Et ce qui va être intéressant de prendre en compte, c'est le parcours client de Damien, puisque pour acheter son système de chauffage, il va déjà se poser plusieurs questions. La première question qui va se poser, c'est tout simplement, c'est quoi le meilleur système de chauffage, celui qui est le plus adapté pour la maison que je viens d'acheter? Ça va être la première question qui va se poser a priori. Ensuite, face à cette question, il va peut-être se dire, tiens, le plus adapté, c'est une chaudière à gaz. Et là, il va se renseigner davantage sur les chaudières à gaz, notamment, il va se poser la question, comment fonctionne une chaudière à gaz? Également, quel est le prix en général d'une chaudière à gaz? Et puis, surtout, quelle marque de chaudière à gaz choisir? Ça, c'est un point très important. Et une fois qu'il aura choisi sa marque et le site web sur lequel acheter cette chaudière à gaz, il va réaliser son achat. Donc ça, c'est un exemple de parcours client de Damien. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'en marketing et donc, bien entendu, en SEO également, l'idée, ça va être que notre entreprise donne les réponses à toutes ces questions. À chaque question et à chaque étape du parcours client de Damien, nous, en tant qu'entreprise, nous avons tout intérêt à donner la réponse pour créer de la préférence de marque auprès de Damien et derrière réaliser notre objectif que Damien achète tout simplement sa chaudière à gaz sur notre site web. C'est aussi simple que ça. Ce qui va être intéressant de prendre en compte également, on l'a tous entendu techniquement, c'est que le mobile a pris une part importante du marché et que aujourd'hui, Damien, dans tout son parcours d'achat, potentiellement, il va passer 42% de son temps sur du desktop, 58% sur du mobile. Donc ça, c'est un point qui est important à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, dans un parcours client, on est de plus en plus multi-device. Et donc, par rapport à la bascule justement de Google, du moteur de recherche vers le moteur de réponse, ce qui est important de prendre en compte, c'est que ça va également impacter ses parcours clients. Et si on regarde côté desktop, que va faire Damien? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va taper dans Google chauffage. Bon, jusque-là, rien de nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, et ça vous avez dû le remarquer, de plus en plus sur les mots-clés, on a ce qu'on appelle les PAA, donc les autres questions posées par les internautes, et donc où Google propose des questions qui sont en fait des requêtes des internautes. Et donc là, typiquement, sur ma page de résultats Google, je peux voir justement cette question, quel est le meilleur système de chauffage? Donc ce qui va se passer, c'est que Damien, tout simplement, va cliquer dessus et là, va pouvoir avoir déjà un aperçu de la réponse de Google. Donc c'est là où on commence à rentrer dans le moteur de réponse, qui est une nouveauté, bien entendu, et où là, ce que va faire Damien, c'est qu'il va notamment lire cet extrait de réponse et potentiellement cliquer sur le résultat pour en savoir plus. La deuxième étape
que va faire Damien, c'est qu'il va taper chaudière à gaz, hein, parce qu'il aura déjà choisi son typologie de système de chauffage, et donc il tape chaudière à gaz, et là, pareil, dans les fameuses PA, on va retrouver cette question, comment fonctionne une chaudière à gaz, avec toujours cet extrait de réponse, et la possibilité d'aller cliquer sur le résultat de la réponse. Toujours, troisième étape, toujours sur le mot-clé chaudière à gaz, là on va pouvoir, Damien va pouvoir identifier la fourchette de prix à investir dans une chaudière à gaz. Et puis pour terminer, là Damien va taper meilleure chaudière à gaz, et là pareil, Google va lui proposer la question quelle marque de chaudière à gaz. Là il va avoir un bref aperçu des marques les plus plébiscitées, et il pourra potentiellement cliquer sur les résultats ensuite. Très clairement, là, on est dans une étape assez décisive, hein, une étape de décision potentiellement. Donc, on a tout un intérêt à être présent, notamment sur ce type de requête. Donc, ça, on peut voir que déjà sur desktop, l'impact est important sur le parcours du client, notamment dans cette bascule du moteur de réponse. Et là, on va regarder par rapport à l'usage du mobile, hein, puisqu'on a vu que 58% des utilisateurs maintenant sont sur mobile, l'impact sur le parcours mobile. Et là, ça va être beaucoup plus rapide, puisque ce qui va se passer de plus en plus, c'est la recherche vocale. C'est-à-dire que Damien va poser la question à Google en disant tout simplement « Ok Google, quel est le meilleur système de chauffage ?» Et là, on va avoir la fameuse réponse choisie par Google. Ce qui est important de prendre en compte, c'est que là, Google propose une seule réponse à ce niveau-là. Il n'y a pas d'autre réponse pour le moment. Peut-être ça évoluera, mais pour le moment, il y a une seule réponse. Ensuite, du coup, là, Damien choisit plutôt le type de chaudière à gaz. Donc là, il va poser exactement la même question en vocal. Comment fonctionne une chaudière à gaz? Il va avoir sa réponse. Quel est le prix d'une chaudière à gaz? Il va avoir sa réponse. Et quelle marque de chaudière à gaz? Il va avoir sa réponse. Et là, bien entendu, d'un point de vue purement UX, l'utilisateur, enfin Damien, a fait 0 clic. Il a posé 4 questions à l'oral, comme s'il posait les questions à un ami. Et c'est là où Google est en train de faire une énorme bascule pour satisfaire au maximum l'utilisateur, notamment en facilitant à l'utilisateur de trouver les réponses à ces questions. Puisque derrière nos requêtes Google se pose au final une question de l'utilisateur, et où là, l'enjeu de Google, ce n'est plus de proposer 10 résultats de recherche, mais de proposer la meilleure réponse. Et là, on est sur un changement, bien entendu, qui est extrêmement important à prendre en compte dans le parcours client. Bien entendu, notre enjeu, c'est quoi? C'est d'être présent à chaque étape de ce parcours. D'accord? Donc voilà, on est en train de basculer petit à petit de l'ère du SEO à l'ère du AEO, donc du Answer Engine Optimization. Et donc, on a tout un intérêt à anticiper et à mettre en place les méthodes et les techniques pour en faire une opportunité d'un point de vue SEO. Donc, vous l'aurez sûrement remarqué, notamment sur desktop, hein, quand vous allez taper des mots-clés sur Google, de plus en plus, nous avons en première réponse ce qu'on va appeler la position 0. Ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle. Et donc, c'est cette position 0 qui est la fameuse réponse de Google. Et de plus en plus, vous l'aurez remarqué, on aura également les PA. Donc, c'est en anglais les People Also Ask, donc les autres questions posées en français, où là, on a directement les questions qui sont très souvent des étapes du parcours utilisateur directement proposées par Google. C'est là où Google a développé une forme de nouvelle intelligence où il arrive à détecter la demande et à proposer la réponse à cette demande. Donc ça, c'est vraiment une évolution importante. Il y a un autre point important d'un point de vue purement SEO marketing à prendre en compte, c'est que là, sur cette typologie de requête, on peut voir que je n'ai pas de résultat naturel au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai intérêt, bien entendu, à être visible en P0, donc en position 0, et en PA. Et là, le point important à prendre en compte, c'est que ce sont que les débuts. D'accord? La P0, aujourd'hui, va s'afficher sur 12% des requêtes. Donc, c'est à la fois
beaucoup, vu que c'est le début, mais peu. C'est-à-dire que bientôt, on peut imaginer que ça va prendre une grande envergure. Les PA ont fait une avancée un peu plus fulgurante, puisque aujourd'hui, un tiers des requêtes affichent des PA. Donc c'est assez énorme. D'ailleurs, ce qui est un point important à prendre en compte, c'est l'évolution, hein, la vélocité autour de ces sujets, notamment les PAA aujourd'hui, eh bien, en un an, elles ont doublé en termes d'affichage. C'est-à-dire qu'on a 2 fois plus de requêtes en un an qui affichent des PA. Donc très clairement, on est sur une évolution de plus en plus positive en termes de visibilité pour les P0 et les PA. Donc ça veut dire quoi globalement? On est en train de basculer d'un modèle où on avait une SERP, donc une page de résultats de recherche Google, à tout simplement une page de réponse, hein, liée au moteur de réponse. Ça, c'est vraiment une évolution qui est en train de se passer. On peut se poser du coup la question de pourquoi cette évolution est en train de se passer. Eh bien, c'est assez simple, hein, c'est par rapport à l'évolution notamment des usages et des technologies, puisqu'aujourd'hui, on estime que d'ici 2020, la part de recherche en vocal va prendre 30 à 50%. D'accord? Donc quasiment, potentiellement, la moitié des recherches Google se feront en vocal, ce qui est juste énorme. Le point qui est important à prendre en compte, c'est que c'est pas la première fois en fait que Google s'adapte à ces changements. Typiquement, quand il y a eu le début du mobile, à l'époque, il y avait 0 site web disponible en responsive, mais le mobile, l'usage du mobile a fait que ça a façonné nos techniques marketing, nos techniques SEO. Donc là, c'est exactement la même chose. On est au début d'une nouvelle ère d'usage et donc c'est important que d'un point de vue marketing, on s'adapte. Il y a un point qui est intéressant à prendre en compte, hein, ça on l'a bien vu, hein, tous les assistants vocaux type Google Home ou Amazon Echo sont en train d'arriver sur le marché. Par exemple, en 2017, on peut voir qu'aux States, 13% des foyers l'utilisent aujourd'hui. Ce qui est très intéressant à prendre en compte, c'est que d'ici 2022, ces assistants vocaux vont être de plus en plus présents, puisqu'aux States, par exemple, plus de la moitié des foyers seront dotés d'un assistant vocal. Donc ça aussi, niveau usage et niveau recharge vocale, ça va bien entendu impacter. Il y a un autre point qui est important de prendre en compte, c'est que bien entendu, là on est au début du vocal d'un point de vue vente, c'est-à-dire que acheter à travers le vocal aujourd'hui, ça se fait très peu. Par contre, les analystes prévoient une explosion du sujet d'ici 2022. Donc, acheter à travers du vocal sera un nouvel usage et bien entendu, pour nos entreprises, ça sera un enjeu. Et bien entendu, le sujet, c'est que derrière le vocal se cache quoi? Se cache, comme je disais, la réponse Google. Cette réponse Google, elle provient d'où? Elle provient de cette fameuse position 0. Et là, le point important à prendre en compte, le lien entre le AEO et le SEO, il est là. C'est que cette position 0, en fait, pour l'atteindre aujourd'hui, il faut se positionner dans le top 3 des résultats naturels. 70% des URL qui sont en P0 proviennent du top 3 de Google. Donc si je veux être en position 0, il faut que je vise aujourd'hui le top 3 de Google en SEO. Alors c'est un impact qui est extrêmement important à prendre en compte. C'est qu'aujourd'hui, quand on va faire du SEO, une première étape de performance et de gain de trafic, c'est d'arriver en première page. Et la deuxième étape, ça va être d'arriver dans le top 3 Google, où là, on a bien entendu la majeure concentration des clics. Et bien là, il va se passer quelque chose d'important à ce niveau-là, c'est que vu que la position 0, c'est la réponse de Google, et vu qu'il faut être dans le top 3 de Google pour être dans la position 0, petit à petit, tout ce qui est en dessous de la position 0, donc de la position 4 à 10, va perdre en visibilité, en taux de clic et donc en trafic. Donc cette première étape en SEO qu'on avait d'atteindre la première page,
petit à petit, va disparaître. La seule étape qui comptera, ça sera de viser le top 3 de Google. Donc ça, c'est un impact considérable sur nos enjeux d'un point de vue SEO. Et donc, très clairement, par rapport à cette bascule vers le moteur de réponse, l'enjeu qui est de plus en plus important, c'est de se donner les moyens de se positionner en position 0 et dans CPA, très clairement. Quand on analyse un peu plus justement CPA, ce qui est intéressant de prendre en compte, petite subtilité, c'est que Google met en valeur aujourd'hui un nouveau type de mots-clés. Quand je vais cliquer sur la question, j'ai mon extrait de réponse, j'ai un résultat affiché, et là, Google me propose en desktop de cliquer sur ce mot-clé. Quelle différence entre chaudière basse température et condensation? Et on peut voir que ce mot-clé est terminé par un point d'interrogation. Donc ça, c'est une petite subtilité à prendre en compte. Et donc, quand on va cliquer justement sur ce mot-clé, très souvent, ce qu'on va retrouver, c'est la présence d'une position 0 et la présence d'autres PA. Et c'est là où on peut commencer à imaginer, d'un point de vue UX, pour satisfaire l'utilisateur, potentiellement Google va de plus en plus privilégier ce type d'affichage pour tout simplement, par rapport à une requête de l'utilisateur, lui donner une réponse et lui proposer d'autres questions pour affiner son parcours utilisateur. Donc là, c'est là où on peut se dire, tiens, potentiellement, les résultats naturels, petit à petit, peuvent prendre moins d'importance dans ce parcours client. Ce qui est intéressant à prendre en compte également, c'est que d'un point de vue desktop, quand on va cliquer sur ce mot-clé de type PA, on peut voir que déjà dans Search Console, on commence à avoir des contenus qui captent du trafic depuis ces mots-clés type PA. Là, par exemple, j'ai un contenu, le 5e mot-clé qui récupère du trafic, c'est un mot-clé type PA, puisqu'il se termine par un point d'interrogation. Ça, voilà, on est vraiment sur, on peut voir déjà les impacts en fait aujourd'hui d'un point de vue purement acquisition de trafic SEO dans la Search Console. D'ailleurs, petite astuce, ça vous pouvez le tester vous directement dans votre Search Console, c'est que si vous filtrez dans Search Console tous les mots-clés avec un point d'interrogation, qui sont des mots-clés de type PA en général, on va pouvoir voir que là, typiquement, sur un des sites web, on peut voir une forte explosion, un début d'explosion de trafic autour de ces mots-clés de type PA. Donc ça, voilà, là on sent qu'on est au début justement des impacts du moteur de réponse, notamment d'un point de vue PA sur le trafic SEO. Donc là, vous pouvez faire l'essai chez vous sur votre Search Console. Donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est notamment par rapport aux PA, qui sont vraiment un élément nouveau du moteur de réponse et où on sent vraiment que ça prend de plus en plus d'importance, tout simplement analyser aujourd'hui les typologies de résultats qui se positionnent à ce niveau. Donc déjà, ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'il y a un très fort lien entre le mot-clé de type PA et les résultats que Google va afficher et la question PA et la réponse choisie par Google. C'est somme toute logique au final, mais il faut savoir qu'il y a un fort lien entre les deux aujourd'hui. Si on va un peu plus loin dans cette analyse, vu qu'avec SEMJ, on accompagne de nombreux clients à optimiser leur contenu, notamment à travers de l'étude concurrentielle, on a beaucoup de data. Typiquement, à travers SEMJ, ce qu'on a pu analyser, c'est qu'aujourd'hui, quand on analyse les mots-clés de type PA, et aujourd'hui, les réponses choisies par Google autour des questions PA, 99% des réponses PA choisies par Google sont en première page, sont des URL en première page sur le mot-clé type PA. C'est assez logique, mais c'est bon à savoir. Par contre, ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est que ces réponses ne sont pas forcément à position 0. Là, je vous donne un exemple. Quel est le prix d'une chaudière à gaz? Le site web, c'est directenergie.com qui est choisi en réponse par Google. Quand je clique sur ce mot-clé type PA, ce n'est plus Direct Energy qui est choisi. C'est monécart.fr en position 0. Donc ça, c'est un point à prendre en compte.
plutôt une surprise d'ailleurs. Alors peut-être ça évoluera dans le temps, mais la réponse à la PA n'est pas forcément la position 0 du mot-clé PA. C'est particulier, ça à prendre en compte. Quand on analyse les datas sorties de SEMJ, là on peut identifier qu'en fait, on a quand même une grande partie qui prennent des positions 0, c'est quasiment 2/3, c'est 60% des positions 0 qui vont être sélectionnées en tant que réponse par Google. Hein. Donc on a quand même tout intérêt à être en position 0 sur ces mots-clés de type PA, et potentiellement on peut imaginer que Google de plus en plus sélectionnera ces positions 0. Mais aujourd'hui la stat officielle c'est 60%. Donc je le rappelle, hein, je l'ai dit au début du webinaire, mais c'est un point important à vraiment prendre en compte, c'est que si on veut être en position 0, la première étape, c'est tout simplement de se positionner dans le top 3 des résultats naturels. Quand on regarde du coup les réponses choisies par Google, qui ne sont pas des positions 0, là on s'est posé la question, attends, s'il ne choisit pas les positions 0, pourquoi il choisit un autre résultat? Là, on a observé que Google avait tendance à choisir un résultat qui allait mieux être optimisé, notamment sur sa balise title. Hein, typiquement, si on prend la question quel est le prix d'une chaudière à gaz, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google va avoir une petite tendance à prendre un résultat où le title de ce résultat est mieux optimisé par rapport à la question. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Notamment, là, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a un matching entre la question des internautes et le title du contenu, et bien entendu l'optimisation du contenu fait par Google. Donc typiquement, c'est assez logique. Hein. Si la question identifiée par Google, quel est le prix d'une chaudière à gaz, très clairement, on a intérêt à avoir un résultat où le contenu est optimisé autour de cette question, et notamment quel est le prix moyen des chaudières à gaz en France. Là, on va avoir un très bon match entre la question des internautes et le contenu proposé par le site web. Pour rentrer, on va dire, un peu plus dans le sujet de l'optimisation, il faut savoir que Google est devenu, sur ces dernières années, extrêmement intelligent d'un point de vue compréhension automatique du langage, notamment du langage écrit, et donc notamment depuis la bascule sur Colibri et la bascule sur RankBrain. Et donc Google, aujourd'hui, a cette capacité à très bien comprendre le contenu écrit et rédigé. Et donc là, nous, ce qu'on a intérêt à faire quand on va créer un contenu pour viser les PAA, c'est notamment identifier la question PAA en question. Donc, quelles sont les meilleures marques de pompe à chaleur? Et là, on peut voir que, par exemple, URL choisi, eh bien, on a un matching vraiment à tous les niveaux, notamment entre l'adverbe interrogatif, qui est quel, la première entité qui est les meilleures marques, la deuxième entité qui est les pompes à chaleur et bien entendu le point d'interrogation. Donc là, ça, la recommandation, ça va être de tendre vers ce titre d'optimisation de contenu, notamment de la balise title. Autre exemple d'optimisation de title, c'est tout simplement, si je prends ma question PA, quel est le coût d'une pompe à chaleur? Et bien là, on a deux entités principales. C'est une entité autour du coût et une entité autour de la pompe à chaleur. D'accord? Et donc là, on peut voir que l'URL choisie, notamment la balise title, eh bien, par rapport à l'entité du coût, Google sait très bien que le coût et le prix, c'est la même chose. Donc là, on a un très bon matching. Et l'entité 2, pompe à chaleur, tout simplement. Là, on a un matching. Donc là, on voit bien que les deux gros sujets principaux, c'est le coût et la pompe à chaleur. Et donc, Google va choisir un contenu qui traite de ces deux thématiques. Au-delà de l'optimisation du title et de l'angle du contenu, ce qui est intéressant de prendre en compte, et là ça rejoint également notamment certaines statistiques autour des P0, c'est que Google, à chaque fois, comme on a pu le voir, va proposer en dessous de la question un extrait de réponse. Et cet extrait de réponse peut aujourd'hui avoir plusieurs formats. Ça peut être un paragraphe de texte. Et ça va être le cas 54% du temps, donc quasiment la moitié du temps. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parfois, ces extraits de réponse vont plutôt être sous forme de liste.
Donc, par exemple, l'extrait va être sous forme de liste à puces. Et ça, c'est le cas dans 40% du temps. Là, ce qui est intéressant à prendre en compte d'ailleurs dans cette notion de liste, c'est que ce n'est pas forcément au sein du contenu que prend Google des listes à puces, ça peut être aussi des listes autogénérées par Google à partir des en-têtes de vos paragraphes. Hein, d'accord. Par exemple, si j'ai un contenu qui est par exemple 5 conseils autour de la chaudière à gaz, si mon sujet c'est un en-tête, un point, premier conseil, 2 points, deuxième conseil, etc. Là, Google a cette intelligence d'autogénérer une liste. Donc ça, c'est une petite subtilité à prendre en compte. Et à côté de ça, d'un point de vue statistique, dans une petite partie des cas, donc 4%, on aura des tableaux. Donc là, ce qui est intéressant, nous, quand on va créer un contenu pour optimiser nos chances d'être une réponse, eh bien, clairement, bien entendu, on va faire un contenu rédigé avec des paragraphes. À côté de ça, on va également faire en sorte de toujours mettre des listes et toujours mettre des tableaux pour optimiser nos chances de devenir la réponse de Google. Puis un autre point, alors qui est au final assez logique, mais c'est important de le prendre en compte dans notre stratégie content marketing et SEO, c'est que les réponses choisies aujourd'hui par Google sont des contenus de type informationnel. C'est-à-dire que la réponse choisie, ça va être par exemple un article de blog rédigé, une fiche conseil sur votre site web, et ça sera a priori jamais, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, ça ne sera pas une fiche produit, ça ne sera pas une catégorie commerce, ça ne sera pas une page d'offre de service sur votre site web, ça sera vraiment un contenu rédigé de type content marketing. D'accord. Donc là, c'est un point à prendre en compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être visible dans le moteur de réponse, on a tout un intérêt à investir d'autant plus en contenu informationnel. Ça, les Américains l'ont bien compris. Je le disais au tout début du webinaire, avant de démarrer le webinaire, les budgets américains sur ce sujet-là ont tout simplement doublé en un an. Il y a des startups aujourd'hui, notamment, qui vont en 3 ans publier 1500 contenus informationnels et exploser d'un point de vue trafic SEO. Et justement, ils sont en avance sur leur temps. Ça, on en reparlera derrière. Donc justement, pour nous, quel est l'impact sur notre stratégie et quelle stratégie adopter pour transformer ces changements en une opportunité de gain de visibilité, de gain de notoriété, bien entendu de gain de trafic et de gain de conversion. Ce que je vous propose comme stratégie, c'est notamment d'aller chercher cette typologie de tactique d'un point de vue contenu. Là, je prends un exemple. Je prends l'exemple où j'ai une landing page autour du chauffage que je souhaite positionner à la fois sur le mot-clé chauffage et sur toute la longue traîne. Et ce que je vais faire, d'un point de vue stratégie SEO et content, c'est que je vais créer plusieurs pages enfants, donc on peut les voir sur la gauche et la droite, qui vont être en fait des contenus créés à partir de ces questions PA. Donc je vais réutiliser les questions proposées par Google pour en fait des sujets justement de pages enfants qui vont elles-mêmes pousser ma page principale chauffage. Donc ça, il faut savoir que c'est une stratégie, j'ai envie de dire, c'est la stratégie de contenu qui fonctionne le mieux aujourd'hui. En SEO, on va parler de content marketing, de cocon sémantique. Bon, en content marketing, de manière générale, quand vous allez faire, par exemple, un bouquin, si je pars sur du offline, bien entendu, un bon bouquin sur le chauffage, c'est un bouquin qui traite des différents sujets à travers toutes ces pages. Eh bien, en content marketing, c'est le même sujet. Donc, c'est là où se rejoint très bien le SEO et le content marketing. Donc là, l'idée, c'est que je crée des pages enfants à partir des PA qui vont pousser ma page principale chauffage et donc cet ensemble va gagner en trafic. Pour vous donner un exemple, chez un de nos clients, typiquement, là, on a une page enfant qui justement pousse une page pilier, la page pilier chauffage. Et là, typiquement, on peut voir quoi? On peut voir que cette page
sur ce mot-clé de type PA, se positionne à la fois en P0, également en première position, bien entendu, vu que la position 0 dépend principalement du top 3. Et donc, rien que cette page enfant se positionne sur 100 mots-clés dans le top 100 et se positionne sur 15 positions de mots-clés, 15 positions 0 d'un point de vue mot-clé et réalise un trafic SEO de 2500 visites. Donc là, très clairement, si je reviens à la slide précédente, si l'ensemble de nos pages enfants réalisent cette typologie de score, j'ai un gain directement sur les pages enfants, mais j'ai également un gain sur ma page principale chauffage qui sera poussée par ces pages enfants. Donc là, la méthode que je vais vous proposer, elle se décline principalement en 6 étapes. Alors vous verrez, c'est une méthode, j'ai envie de dire, qui est assez expérimentale dans le sens où il y a assez peu d'outils qui vont nous aider dans toute cette méthode et où il faut être, on va dire, malin pour trouver justement des techniques à ce niveau-là. Et donc la méthode se rapproche beaucoup du SEO, sauf qu'elle va être très orientée AEO. Le premier point, ça va être de trouver les mots-clés type PA. Le deuxième point, ça va être de prioriser les contenus à optimiser, parce que dans vos contenus existants, vous avez déjà des contenus qui sont des pépites, et en les optimisant, vous allez pouvoir vous positionner avec assez peu d'efforts dans le moteur de réponse. L'idée derrière, c'est également de prioriser des nouveaux contenus à créer, tout simplement pour prendre plus de parts de marché et de visibilité d'un point de vue SEO. Ensuite, on va créer des contenus ultra optimisés PA, à mettre en place, bien entendu, le maillage interne, ça c'est un point qui est clé, et derrière, on va tout simplement mesurer la performance. Et ça, ce qui est important, c'est qu'en content marketing et en SEO, c'est qu'on est sur une méthodologie très cyclique. D'accord? Donc ça, plus vous le faites, plus ça apportera un cercle vertueux, plus vous allez générer de la croissance. C'est aussi simple que ça. Alors, première technique assez maligne pour trouver les mots-clés et les sujets de contenu, tout simplement, on va aller dans Google, on va cliquer plusieurs fois sur les PA, Google va déployer plusieurs questions, on va tout simplement les copier. On va faire un copier-coller dans Excel. Donc, c'est très simple. Là, en 1 minute, je suis en train de récupérer plein d'idées pour ma ligne éditoriale. Et là, ce que je fais dans Excel, c'est assez simple, c'est je dédoublonne pour retirer tous les espaces. Et là, globalement, je me retrouve en l'espace d'1 minute avec potentiellement 80 sujets qui peuvent intégrer ma ligne éditoriale et où je vais faire mon cocon sémantique. D'accord? Donc là, très rapide, très simple. Donc j'utilise directement Google pour justement targeter les besoins de mon audience. Deuxième étape, ça va se passer dans Href. Alors, vous pouvez le faire probablement également dans SEMrush, où là, je vais taper un mot-clé un peu particulier. Je vais taper mon mot-clé principal et un point d'interrogation derrière. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais aller regarder les mots-clés qui contiennent mes 2 termes. Et là, on peut voir que dans Href, j'ai 141 mots-clés de type PA également autour du chauffage. Donc ça, c'est une petite astuce. Donc on peut imaginer que les outils type Href, SEMrush, petit à petit, vont de plus en plus intégrer ces sujets de PA, bien entendu. Alors l'autre point, ça va être d'utiliser SEMJ. Alors pour ceux qui ne connaissent pas SEMJ, je montre rapidement, très très rapidement ce que ça donne. SEMJ permet plusieurs choses. Pour présenter très rapidement, SEMJ va pouvoir vous permettre de mesurer vos KPI SEO, donc le trafic, le chiffre d'affaires, les conversions. Donc là, typiquement, on est sur un trafic très saisonnier autour des éléments de chauffage. Donc là, mais avec un joli gain de 40% sur les 12 derniers mois. Là où ça va être très intéressant, c'est que SEMJ scanne les différents contenus existants de votre site web, les priorise, et donc les contenus prioritaires, c'est ces fameux contenus pépites qui, une fois qu'ils seront optimisés, vous permettront, avec assez peu d'efforts, de faire tout simplement x10 en termes de trafic SEO. Pour vous montrer rapidement ce que ça donne, c'est que là, typiquement, j'ai un contenu qui est très intéressant, puisqu'il est dans le top 3 Google sur un mot-clé qui est extrêmement concurrentiel et extrêmement intéressant d'un point de vue business, c'est pompe à chaleur. Et ça, les SEO le connaissent bien, celui-là. Et donc là, il a un volume de 33 000. Avec SEMJ, on peut identifier les différents mots-clés qui rapportent du trafic aujourd'hui, avec leur position. Tout ça, c'est de la donnée Search Console. Et également
le volume de recherche qui provient tout simplement d'AdWords. Là, SEMJ récupère directement ces contenus et là va nous faire différentes suggestions, notamment d'un point de vue profondeur de contenu, notamment parce qu'on peut voir que dans le top 3, j'ai un contenu qui va être plus profond que le mien, donc j'ai intérêt à l'améliorer. Et là où ça va être très intéressant, c'est que SEMJ va nous suggérer des thématiques à aborder. Si je traite de la thématique pompe à chaleur dans mon contenu, c'est assez logique et j'ai intérêt de le faire a priori. Là aujourd'hui, c'est pas encore le cas. C'est de traiter la thématique du prix, de traiter la thématique de l'installation. Pourquoi? Parce que notamment là, on peut voir, j'ai 1600 internautes chaque mois qui recherchent cette thématique. Et ce n'est pas que ça, c'est aussi ces internautes vont chez les contenus concurrents positionnés sur le mot-clé principal pompe à chaleur. Okay, rapidement, hein, on peut voir également ces fameuses questions des internautes pour optimiser également le fait de notre visibilité dans le moteur de réponse. Et là, on a intérêt tout simplement à y répondre. Donc là, ce que vont faire les équipes de rédaction, c'est qu'elles vont pouvoir directement éditer le contenu dans SEMJ, elles vont être guidées en temps réel et donc les topics vont se valider au fur et à mesure. Et là, on va viser un score de 80 sur 100 par exemple, mettre à jour le contenu et puisqu'en marketing, c'est très important, c'est un peu difficile aujourd'hui dans Analytics et Search Console, et dans SEMJ, on simplifie le tout, c'est un pouvoir mesurer le fruit de ses efforts. C'est-à-dire, tiens, j'ai mis à jour mon contenu en décembre, la SEMJ nous mettra un indicateur visuel, et là, directement, je vais pouvoir mesurer l'impact en termes de gain de trafic, ou tout simplement l'impact en gain de conversion, ou de chiffre d'affaires si je suis en mode e-commerce. Donc voilà rapidement, ça c'est pour vous donner très rapidement les grands axes. Après, si je reviens au sujet initial des mots-clés de type PA, ce qui va être intéressant, là j'ai repris cet exemple où je mets dans SEMJ, je ferai un scénario où je me crée ma page pilier chauffage. Donc là par exemple, voilà, admettons, mes équipes marketing sont en train de créer cette page pilier. Donc elle a plutôt, voilà, elle commence à avoir un score intéressant dans SEMJ puisque là on peut voir que j'ai un score de 75 sur 100. Donc j'ai commencé à la rédiger dans SEMJ. Là on peut voir que je peux gagner du score en déployant vers cette page le maillage interne, hein, bien entendu, parce que j'ai déjà d'autres pages sur mon site qui parlent de cette thématique, donc autant mettre en place le maillage. Et là j'ai mon autre sujet, c'est justement ces fameuses PA, où là j'ai intérêt tout simplement à les traiter. Donc là dans SEMJ, on va les retrouver de manière automatique. Donc à chaque fois qu'on va créer une page pilier, on a tout intérêt à déployer ces fameuses pages enfants et donc à créer des nouvelles pages. Et donc ce que je vais faire, au final, c'est extrêmement simple. C'est j'ai juste à copier cette fameuse question et puis dans SEMJ à créer par exemple, enfin dans SEMJ ou un autre logiciel bien entendu, préparer la création de ce nouveau contenu. Et donc là l'avantage, c'est que là dans SEMJ directement, je vais avoir directement tout le listing d'optimisation, enfin mon brief SEO au final pour mes rédacteurs. Et donc je vais pouvoir dire à mes rédacteurs tout simplement de commencer à la création de ce contenu. Et donc c'est ce que j'ai fait, hein. Là en l'espace tout simplement de quelques clics, j'ai créé mon cocon sémantique directement dans SEMJ. Et là du coup, en l'espace de quelques minutes, ma stratégie SEO et AEO tout simplement a été définie très rapidement. Donc ça, bien entendu, vous pouvez le faire avec les autres outils. Là, l'avantage avec SEMJ, c'est que ça sera bien entendu beaucoup plus productif. Autre technique, parce que là, on parlait des mots-clés. Et comme je disais, à côté de ça, vous avez des pages existantes qui potentiellement se positionnent déjà sur les PA. Ou ont un potentiel de se positionner dans les PA. Et là, typiquement, la technique, ça va aller dans Search Console. Et dans Search Console, vous allez mettre en place deux filtres. Le premier filtre, ça va être sur justement les mots-clés de type PA. Donc là, vous allez filtrer sur requête contenant un point d'interrogation. Côté deuxième filtre, qui est très important, c'est de filtrer sur le pays France, par exemple, enfin sur votre pays de destination. Pourquoi? Parce que ça impacte au final les valeurs de position. Et là, vous allez mettre en place un troisième filtre, c'est des filtres position supérieure à 3. Pourquoi? Parce que au final,
Là, on peut le voir. Si j'ai un contenu, par exemple, là, comment fonctionne le crédit d'impôt, qui est en position 4, vu qu'il n'est pas dans le top 3, on sait qu'il a quasiment aucune chance d'être en position 0. Donc là, c'est simple. En allant optimiser ce contenu qui se positionne sur comment fonctionne le crédit d'impôt, vu qu'il est déjà 4/5e, et avec assez peu d'efforts, il va basculer dans le top 3 et potentiellement se positionner en P0. Donc ça, c'est vraiment du quick win. Et très clairement, ça, je peux que recommander ce type de démarche. Ensuite, au-delà des contenus à optimiser, on va aussi identifier des nouveaux contenus à créer. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'identifier notamment par rapport à tous les mots-clés qu'on avait identifiés au début. Donc, par exemple, là, la technique, c'était en 1 minute, via Google et Excel, récupérer les différents mots-clés, 80 mots-clés type PA. Si on les met tout simplement tous dans un système de suivi de position Google, on peut le faire dans Href, MyPoseo, etc. Vous les mettez, et là, on peut voir que sur certains mots-clés, vous aurez plusieurs cas de figure. Vous aurez notamment des mots-clés où vous avez des contenus qui se positionnent au-delà de la position 30, ou des mots-clés qui ne se positionnent pas du tout. Donc dans ces deux cas de figure, en général, c'est que vous aurez intérêt à créer un contenu vraiment dédié à cette question. Pour donner un exemple concret, là, mon mot-clé, quelle puissance radiateur par mètre carré, je suis en 61e position. C'est-à-dire que j'ai un contenu pilier qui va répondre en partie à cette question, mais j'ai intérêt très clairement à créer un contenu dédié à cette question pour tout simplement aller viser le top 3. C'est aussi simple que ça. Ensuite, là, on a notre stratégie édito où j'ai à la fois des contenus optimisés, des contenus à créer. Et là, l'idée, c'est quoi? Comme on disait, c'est vraiment, on va créer des contenus qui ciblent ce mot-clé PA. Et pour ce faire, je rappelle, on va créer un article informationnel. Donc, un article de blog, fiche conseil. Donc, si j'ai 100 mots-clés PA, c'est simple, je prévois de créer 100 articles type fiche conseil ou article de blog. Et l'idée, comme on le voyait par rapport aux différentes stats que je vous partageais, on va bien entendu penser à optimiser la balise title par rapport à la question. On va également optimiser le contenu en mettant des listes à puces pour optimiser nos chances, potentiellement mettre des listes en HN et puis éventuellement mettre des tableaux. Ça, c'est le premier point d'optimisation. Le deuxième point, c'est se donner les moyens d'aller dans le top 3 pour atteindre la P0. Et ça, c'est vraiment, comme je disais, au début en SEO, on se disait, voilà, je me donne les moyens d'aller en première page Google. Ça, c'est fini. Le futur, c'est je vise le top 3. Alors, juste pour vous illustrer ce que ça veut dire, se donner les moyens d'aller dans le top 3, c'est beaucoup plus simple si je vous montre à travers SEMJ. C'est justement, là, si je prends l'exemple de ma page enfant, quel chauffage électrique choisir? Se donner les moyens d'aller dans le top 3, c'est faire mieux que les concurrents. D'accord? Donc là, je pars d'une feuille blanche. Le premier point, c'est que je vais analyser ce top 3. Et dans ce top 3, je vais voir que j'ai un concurrent qui est très connu, qui fait notamment partie de ces fameuses startups qui investissent énormément en stratégie de contenu, puisque en l'espace de 3 ans, ils ont fait environ 1200 guides experts. Et là, on va en voir un. Et aujourd'hui, ils sont passés de 0 à quasiment 5 millions de trafic SEO mensuel. Donc, c'est juste dingue pour booster notamment leur catégorie e-commerce. C'est l'un des meilleurs case studies en SEO. Je peux que recommander d'analyser ce type de strat. Et là, typiquement, on peut voir qu'ils ont fait un contenu très profond qui répond à cette question. Là, on peut le voir. On peut aller voir. Moi, je pars d'une feuille blanche. La première chose à faire, c'est très clairement de voir que j'ai un concurrent qui a fait un contenu ultra poussé. Et donc, clairement, moi, mon objectif, c'est de faire mieux. C'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien de faire un contenu moins bien, parce que Google va privilégier le meilleur contenu. Donc, à nous de nous donner les moyens de faire un meilleur contenu. Alors là, c'est un cas un peu extrême qui est très concurrentiel.
Et donc là, clairement, notamment, ça veut dire faire un contenu profond. L'autre sujet après, ça va être de traiter les différentes thématiques. Hein. Et là, il y a plein de thématiques qui sont traitées dans ces contenus, dans le top 3. Donc là, on va analyser top 3, identifier les différentes thématiques, notamment les mots-clés qui leur apportent du trafic. Et là, on peut voir que ce contenu chez ManoMano capte du trafic depuis radiateur électrique, convecteur électrique, chauffage électrique économique, meilleur chauffage électrique comparatif. C'est-à-dire que ça, c'est des thématiques que j'ai intérêt à adresser dans mon contenu, hein, très clairement. Donc là, par exemple, je vais faire comparatif, tout simplement, des chauffages électriques, par exemple. Et ça, c'est un point qui est extrêmement clé, c'est je vais construire le plan de mon contenu par rapport notamment à ce type de thématique qui intéresse les internautes. Et un dernier point qui est important de prendre en compte, on parlait de page pilier enfant, page pilier chauffage, page enfant, quel chauffage électrique choisir. Cette page enfant peut elle-même être la page pilier qui est boostée par des pages enfants. C'est-à-dire, je vais traiter de cette thématique, quel chauffage électrique choisir. Et là, je peux voir que dans les PA, j'ai également d'autres questions rattachées à cette thématique. Et donc là, j'ai tout intérêt, bien entendu, à les traiter. Donc là, je peux bien entendu les traiter dans mon contenu pilier et également traiter d'autres contenus. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment aujourd'hui le moyen le plus efficace d'un point de vue contenu de viser le top 3 et de se positionner en P0. Vous pouvez le faire avec les outils Ahref, SEMrush, en utilisant Google, bien entendu. Et bien entendu, bon, l'avantage avec SEMJ, c'est que ça sera 10 fois plus rapide. Le dernier point derrière cette partie-là, bien entendu, c'est de mettre en place un suivi de position pour visualiser les scores. Donc justement, en termes de suivi de performance, aujourd'hui, ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'il y a assez peu d'outils qui nous permettent justement d'identifier nos performances dans le moteur de réponse. Donc il faut être malin, entre guillemets, pour trouver un peu des parades à ce niveau-là. Et là, typiquement, en termes de suivi de performance, ce qui va être intéressant, c'est que je vais, par exemple, dans mes logiciels de suivi de position, par exemple dans Ahref, dans MyPoseo, etc., ou dans MonitorRank, je vais rentrer tout simplement mes mots-clés type A. Et là, on peut voir que, tiens, j'ai rentré le mot-clé « Qu'est-ce que le chauffage par aérothermie ?» Et on peut voir qu'en l'espace de quelques mois, je suis passé de la 2e page Google à la 5e position. Donc là, je suis à la bordure du top 3 et en l'optimisant encore plus, mon contenu, ou en créant des pages enfants, et tout simplement, je vais aller viser le top 3 et me positionner dans le top 3 et donc me donner les chances d'être en P0 et donc dans le moteur de réponse. Donc ça, c'est un premier indicateur. Donc c'est aussi une approche itérative, hein, c'est ça qui est intéressant. L'autre point, bien entendu, ça va être de viser bien entendu les positions 0, hein, c'est un des gros sujets, et notamment d'identifier le nombre de mots-clés où aujourd'hui on se positionne en P0. Donc là, typiquement, vous avez les outils type Ahref et SEMrush où vous allez pouvoir identifier ces mots-clés-là. Là, par exemple, inclure les mots-clés en feature snippet avec un lien vers mon nom de domaine. Là, on peut identifier que j'ai 263 mots-clés. Là, l'idée, c'est quoi? Bien entendu, c'est d'augmenter ce nombre de mots-clés en P0. Sachant que, bien entendu, un contenu peut se positionner sur plusieurs mots-clés et en plusieurs positions 0. Ce qui va être intéressant derrière, c'est également suivre l'impact, notamment de cette partie des PA, l'évolution, parce que c'est le début, donc c'est une affaire à suivre. Et donc, je rappelle l'astuce. Dans Search Console, vous pouvez filtrer les requêtes sur le terme point d'interrogation. Voilà. En termes de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir autour de ces sujets, autour du moteur de réponse? Très clairement, Google, ça a toujours été le cas. C'est une boîte qui est avant tout UX. Hein. Ils sont extrêmement forts en UX. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils obtiennent plus de 90% des parts de marché. C'est parce qu'ils ont des concurrents, Google, on les connaît tous, en France, Quant, etc. Yahoo, Bing. Mais aujourd'hui, s'ils sont aussi bons, c'est grâce à leur approche pour satisfaire l'utilisateur et donc leur approche UX. Et donc, pour nous, c'est un point à prendre en compte. C'est que ce moteur de réponse, c'est les débuts.
c'est que cette évolution vers le moteur de réponse, ça va continuer. Très clairement, là, c'est les débuts et ça va continuer de gagner en visibilité. Et donc, c'est une affaire à suivre. Mais à côté de ça, d'un point de vue purement marketing et SEO, c'est une opportunité grandissante de trafic. Donc, on a tout un intérêt à prendre en compte cette opportunité dans notre stratégie. Ce qui est sûr, et je le vois déjà en fait, parce qu'il y a déjà des belles marques et des belles entreprises qui captent déjà et qui font déjà la différence à travers ce moteur des réponses, c'est qu'en fait, ce moteur des réponses récompense aujourd'hui les entreprises qui vont créer pour leur audience et donc pour satisfaire leurs utilisateurs des contenus de qualité. Et d'un point de vue purement stratégie business et stratégie marketing, c'est les entreprises qui investissent le plus en contenu de qualité, hein, ça c'est important, donc vraiment des contenus experts qui vont récolter les fruits de cette visibilité. Et donc comme je disais, l'exemple c'est Mano Mano, 1500 guides, vous avez Legal Place, Legal Start. Regardez tous ces case studies, c'est juste impressionnant comment cette stratégie de contenu font qu'aujourd'hui, ils captent plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions de trafic SEO mensuel. Et donc qui dépassent des géants qui n'ont pas encore pris le pas à ce niveau-là. Voilà. Pour aller plus loin, sachez que si vous souhaitez apprendre davantage sur les techniques du content marketing, on a créé un très très beau livre blanc qui est à télécharger sur le site de SEMJ. Donc n'hésitez pas à le télécharger, bien entendu, c'est gratuit. Le titre de ce livre, c'est Comment produire, optimiser et mesurer des contenus Google Friendly. Hein, comme on le disait en début de webinaire, le content, c'est un sujet qui est en train de prendre une importance de plus en plus cruciale et indispensable en marketing. Par contre, c'est important de faire de la qualité. Donc, à travers ce livre blanc, vous allez pouvoir tout simplement, justement, identifier le bon process pour faire de la qualité. Donc ça, c'est top. Et à côté de ça, je vous ai montré très rapidement SEMJ sur un cas. Bien entendu, j'imagine que SEMJ peut vous intéresser dans vos méthodologies et vos stratégies de content marketing. Donc, n'hésitez pas à nous faire une demande de démo sur notre site web pour qu'on puisse vous faire une démo personnalisée pour votre site web. Donc voilà, merci à tous pour avoir assisté à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura apporté plusieurs réponses autour de ce moteur de réponse. Et là, je propose justement qu'on bascule plutôt sur vos questions. Merci à tous. Et si jamais vous voulez les slides, parce que voilà, j'ai quand même donné pas mal d'informations en un temps record, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai les slides. Voilà. Merci à tous et place à vos questions. Alors, là, l'idée, c'est que mon équipe va me suggérer les différentes questions pour que je puisse, alors je vais remettre en place le chat, y répondre. Alors, dans les questions sur le chat, qu'est-ce que nous avons comme question? Alors, attendez, je vais me mettre en grand. Merci pour vos retours. Alors, je vous propose, c'est de mettre les différentes questions dans le chat. Là, j'ai un récap déjà des premières questions. Donc, j'ai Martin qui me pose la question, est-ce que c'est toujours une question en P0? Non. Vous avez des mots-clés, par exemple chauffage, qui vont déclencher une P0. Par contre, on verra que souvent, sur les mots-clés type question, on a beaucoup plus de P0. Voilà. Donc, vous avez deux typologies de requêtes, les mots-clés génériques, les mots-clés type question, et vous avez des P0 sur chaque. Ensuite, j'ai Mathias qui me pose la question, comment trouver les questions PA à partir d'un mot-clé? Alors ça, je pense que c'était en amont de la méthode que j'ai présentée, et donc vous reverrez dans les slides précédentes, notamment à travers Google, à travers Href, on trouvera facilement ces questions de type PA par rapport à un mot-clé principal. Ensuite, j'ai Sébastien qui me pose la question, ce contenu doit se trouver à quel endroit?
pour un site de type blog ou e-commerce? Alors, c'est assez simple, Sébastien. Si j'ai une recommandation à faire en e-commerce, c'est que, bien entendu, vous avez des produits et puis vous avez des catégories de produits ou des catégories d'offres. Hein. Par exemple, si vous tapez voyage Thaïlande, en premier, vous avez Carrefour Thaïlande. Donc ça, c'est une catégorie d'offres, une catégorie de produits, qui est déjà très optimisée d'un point de vue content marketing. Hein. C'est un des best practices, je vous invite à aller voir. Et à côté de ça, ce qui va être important, c'est de faire un guide d'achat. Donc là, je pars plutôt sur l'exemple Mano Mano, qui est premier sur perceuse. Vous cliquez dessus, c'est une catégorie produit et vous avez un guide d'achat, comment choisir sa perceuse. Où là, on a un contenu expert. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux best practices d'un point de vue e-commerce. C'est que vous avez votre catégorie e-commerce, déjà elle-même, vous pouvez l'optimiser, mais en plus vous pouvez faire injecter un guide d'achat, donc un lien vers le guide d'achat expert pour aider l'internaute dans sa décision d'acheter. Il y a un autre exemple, typiquement si vous tapez par exemple iPhone X, vous aurez la Fnac, vous aurez plusieurs guides autour de l'iPhone X en dessous de la catégorie d'offres. Donc c'est sur cette catégorie produit que vous pouvez proposer à vos consommateurs tout simplement les guides d'achat. Bien entendu, dans les guides d'achat, il faut mettre en avant la catégorie produit et les produits en eux-mêmes. C'est aujourd'hui la technique qui fonctionne le mieux en e-commerce. Hélas, souvent en e-commerce, on n'est pas trop au courant de ce tournant, donc on n'a pas prévu les budgets niveau contenu, mais c'est ce qui est important. Si vous avez 2000 catégories e-commerce, potentiellement, c'est intérêt à faire 2000 guides d'achat, c'est aussi simple que ça. Ensuite, Océane qui pose la question, comment se distinguer des concurrents si nous proposons tous un contenu de type PA avec des titres similaires? Alors ça, c'est un excellent point, Océane. Moi, j'ai envie de dire, déjà, la première manière de se démarquer, déjà, c'est d'être la réponse, vu qu'il n'y a qu'une seule réponse. C'est ça la manière de se démarquer. Et donc, c'est ce que je disais, l'idée, c'est quoi? C'est pour être la réponse, on vise la P0. Pour être la P0, on vise le top 3. Donc ça, c'est vraiment, moi, à mon sens, là, vous avez fait 90% du job. Hein. Après, si vous voulez vous démarquer, bien entendu, il y a toujours les sujets d'avoir un titre plus accrocheur. Et donc, on l'avait vu, c'est Google a cette intelligence quand même d'identifier les différentes, qu'à travers votre title et votre contenu, vous répondez à la question. Donc, privilégiez dans tous les cas, d'un point de vue contenu, l'internaute. Ça, c'est clair, parce qu'aujourd'hui, Google a une intelligence sémantique et donc vraiment la priorité quand on rédige un contenu, c'est on privilégie l'internaute. Ensuite, j'ai Sébastien qui me pose la question, je suis e-commerçant. Et avec les P0 et les PA, il n'y aura que très peu d'élus. Donc, en effet, là-dessus, je suis bien d'accord. Et toujours beaucoup de concurrence. Là aussi, je suis tout à fait d'accord. Cela justifie-t-il de mettre un budget énormissime pour tenter de se positionner en P0 et en PA, avec 2% de chance d'y arriver quand on est face à Leroy Merlin, Mano Mano, Amazon? Et bien cette question, je la trouve très bien. Et ma réponse, ça va être simple. En 2016, Mano Mano faisait 0 de trafic SEO. Site e-commerce, 2400 catégories, produits. Aujourd'hui, ils font 5 millions de trafic SEO. Ils ont débloqué les ressources, le budget, pour créer 1500 guides experts. Ils se sont posés cette question. Aujourd'hui, ils ont 5 millions de trafic SEO. Ils ont pris, c'est la plus grosse startup sur le sujet d'un point de vue croissance. Donc ça répond à la question. C'est que dès lors qu'on débloque la ressource et qu'on met en place la bonne méthode, parce qu'il y a toute la méthode pour créer des contenus de qualité, hein, c'est ce que je présentais, eh bien, vous pouvez le voir avec des mano, des legal start, des legal place, tous ces exemples-là, ça fonctionne. Si vous ne le faites pas, vous avez tout simplement moins de chances de devenir l'un des leaders. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on a Mathilde qui pose la question. Comme la réponse est sur la SERP, il y a moins de clics. Quelle est la perte de trafic estimée? Alors là-dessus, il y a en effet, hein, c'est un vrai sujet qui concerne d'ailleurs
toute la sphère SEO, les annonceurs notamment, les médias, il y a un vrai sujet où de plus en plus Google s'autosuffit par rapport aux requêtes des internautes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vers nos sites web à nous, potentiellement, il va y avoir un impact niveau trafic. Et là, on sent qu'il commence à y avoir une friction justement entre Google qui garde l'internaute au sein de sa SERP et qui ne nous renvoie plus de trafic et donc moins de business. Donc ça, c'est un point important. Aujourd'hui, il est quand même assez minime d'un point de vue pourcentage, mais clairement, Mathilde, c'est un sujet important à prendre en compte. Par contre, je peux vous donner une stat qui est donnée par un Href. Aujourd'hui, la position 0 va capter quasiment 7% des clics. Et ces 7% de clics vont être récupérés, enfin vont être plutôt cannibalisés à partir du top 3, notamment du premier résultat. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les gens qui vont cliquer, 7% vont cliquer sur la P0 et moins vont cliquer du coup sur la première position. Donc voilà. Donc logiquement, si vous êtes deuxième, vous avez tout gagné. Parce que deuxième et en P0, vous avez tout gagné. Et ensuite, on me pose la question, Olivier me pose la question, comment est calculé le content score de SEMJ? L'état d'esprit de SEMJ est assez simple. C'est que quand on fait un contenu aujourd'hui, bien entendu, on le fait pour acquérir du trafic SEO. Parce que 90% du trafic vers un contenu, à moins de faire du trafic payant dessus, ça va être le SEO, très clairement. Et donc aujourd'hui, pour faire du trafic SEO vers un contenu, c'est pas un sujet d'optimisation SEO. C'est fini ce temps-là. Maintenant, il y a Colibri, il y a RankBrain. Le sujet, c'est faire un contenu qui, est meilleur que la concurrence et 2, répond au mieux aux attentes des internautes. Et donc, en fait, ce content score, il est basé là-dessus. On l'a pu le voir rapidement dans le webinar. On identifie d'un côté les thématiques attendues par l'audience qui en plus en fait rapportent du trafic au contenu concurrent. Donc c'est vraiment les forces des contenus concurrents. Et donc ce content score est basé là-dessus. Ce content score vous donne une note à votre contenu, le compare aux concurrents. Donc c'est une mauvaise note, c'est-à-dire que les concurrents sont mieux optimisés que vous. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'était pour les premières questions pendant le webinar. Et donc là, on a d'autres questions qui, a priori, vont arriver. Alors, attendez, je défile. Alors là, j'ai une question de Jules. Est-ce qu'une PA est forcément un contenu dédié? Donc, est-ce que la question PA, est-ce que je fais un contenu dédié? Ou est-ce que la réponse choisie par Google peut être tirée, par exemple, d'une page où il y a plusieurs questions-réponses par rapport à un FAQ. Donc ça, Jules, c'est une question très intéressante. Donc aujourd'hui, en effet, vous avez des réponses choisies par Google qui sont extraites de pages FAQ, par exemple. Pourquoi? Parce que Google détecte que dans cette page globale de FAQ, vous répondez à plusieurs questions, notamment à une, et donc il va choisir la réponse en dessous. Donc ça fonctionne. Mais en SEO, et donc en AEO également, c'est toujours une histoire de faire mieux que le concurrent. Donc, je prends un exemple, si vous avez une FAQ, vous avez 10 questions-réponses sur les chaudières à gaz, bon, très bien, mais et vous traitez une question en 50 mots, et à côté, vous avez un concurrent qui a la même autorité que vous et qui fait une réponse beaucoup plus profonde. Par exemple, quel est le prix d'une chaudière à gaz? Là, il fait un contenu de 1000 mots avec comparatif, etc. C'est lui qui va être choisi. Donc, toute une histoire de concurrence, c'est-à-dire si vos concurrents se positionnent avec des FAQ, vous pouvez vous positionner avec des FAQ, mais dès lors que vous allez avoir un concurrent qui fait une page dédiée, et très clairement, a priori, c'est lui qui va être choisi. Donc, c'est ça l'idée, c'est autant prendre une longueur d'avance. Ensuite, j'ai Sophie qui me pose une question. Comme le travail SEO repose sur les mots-clés, tout à fait, les requêtes des internautes et les mots-clés qui en découlent, faut-il faire ce travail pour chaque langue? Donc pour un site international,
tels que traiter toutes les mots-clés de toutes les langues, soit séparément, soit dans le même espace Analytics. Alors, pour la partie séparément, je comprends la question. Pour la partie dans le même espace Analytics, fichier Excel, je ne suis pas persuadé de comprendre, mais je vais essayer d'y répondre quand même. Et n'hésitez pas, Sophie, à me reposer une question derrière pour que je complète la réponse. Par rapport à cette question, quand on a un site international, en effet, il y a deux choses à prendre en compte. C'est que d'un côté, bien entendu, vous avez des synergies sur vos contenus. Par exemple, si j'ai fait des contenus en langue française, je vais avoir des synergies sur les autres langues. Cependant, il faut prendre en compte que chaque culture a ses spécificités. Et donc, les questions que vont se poser, par exemple, les Espagnols, il ne faut pas forcément être les mêmes qu'en France. Typiquement, par exemple, s'ils ont d'autres habitudes d'un point de vue consommation. Donc, moi, ma recommandation, c'est quand vous avez une approche internationale, c'est qu'on va faire des études sémantiques et des études de mots-clés pour chacun des pays. Puisque chaque pays a ses spécificités. Et donc, on va former vraiment un calendrier éditorial pour chacune des géolocalisations. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Et donc, si j'ai 5 pays, je fais 5 études sémantiques, très clairement. Il y aura forcément des synergies, mais à côté de ça, il y aura des spécificités. Alors, ensuite, en termes de... Alors là, c'est plus un feedback qu'une question. J'ai Jules qui me dit « Le chiffre n'est pas si faible que ça », en pointant un article vers le blog du modérateur. Donc la tendance zéro clic se confirme. 49% des recherches s'arrêtent à la lecture des résultats. Donc en effet, là-dessus, il y a une étude publié par SparkToro, le créateur de Rand Fishkin, par le créateur qui est Rand Fishkin, qui est un gros influenceur du sujet, pour le coup, où on quantifie en noir l'évolution en termes de taux de clic sur les SERP. D'accord. Donc ça, c'est un point qui est intéressant à prendre en compte. Alors c'est une estimation, c'est une étude, c'est important de la croiser avec d'autres. Et on peut voir plusieurs tendances, 3 grosses tendances. Pour la faire courte, on ne la voit pas en super qualité, mais en rose, vous avez depuis 2016, donc c'est sur les 3 dernières années, on peut voir que le taux de clic, alors je ne sais pas si ça c'est exactement en mobile ou en multi-device, parce qu'il faut savoir que c'est très différent en desktop et en mobile quand même. Mais bon, admettons. Là, c'est que depuis 2016, la part de clics sur les résultats payants a quand même pris une importance, a gagné quelques pourcents, parce que notamment Google a revu son UX à ce niveau-là. Bon, ça, c'est un premier point. On peut voir que les clics sur les résultats naturels ont perdu quelques pourcents. C'est quand même aujourd'hui la grande majorité, faut pas l'oublier. Donc là, avant, on était à 54%, là, on a 47%. Dans l'espace de 3 ans, on a perdu quelques pourcents. Et là, on est sur une tendance où, en effet, le zéro-clic évolue également. Donc ça, en effet, il faut suivre cette évolution. Là, en quelques années, c'est quelques pourcents, mais affaire à suivre sur le futur, très clairement. Après, là, on parle des clics sur la SERP. Et ce qui est important de prendre en compte, c'est, si on se rappelle dans le début du webinaire, c'est le parcours client. Notamment, je pose une question, je ne clique pas, je repose une autre question. Par exemple, quelle marque choisir? Là, je vais peut-être cliquer. Donc voilà, il y a peut-être les mots-clés de type achat, les mots-clés type décision, où on sera cliqué, il faut le prendre en compte quand même. Ensuite, on a une question. Lorsqu'on a une position en top 3 de Claire, question de Claire, comment faire pour essayer de garder cette position? Eh bien, le premier point, c'est suivre la tendance. Si on voit qu'on a une tendance à la baisse en termes de position de trafic, c'est un premier signal. L'autre point qui est important à prendre en compte, je pense, et ça, il y a plusieurs études qui le montrent, et c'est vraiment intéressant, c'est aujourd'hui votre contenu, il faut vraiment
les considérer comme un potager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les arroser, les entretenir, les mettre à jour. Et ça, c'est important, c'est un changement depuis quelques années. C'est-à-dire que, par exemple, Google a mis en place, il y a quelques temps, il y a quelques mois, en avril 2019, la commande Before, qui nous permet, par exemple, de taper chauffage Before 2018 pour avoir tous les résultats avant 2018. Et pourquoi Google a mis en place cette commande, il le dit lui-même, hein, c'est parce que Google privilégie les contenus où l'information est à jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment une belle étude d'OnCrawl qui montre si vos contenus ne sont pas à jour, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ils perdent du trafic. Donc, vos contenus qui vous rapportent du trafic, il faut les mettre à jour, par exemple, une fois tous les ans, tous les 2 ans. Hein. Par exemple, moi, j'ai des clients qui allouent 30%, 40% de leurs efforts de contenu sur la mise à jour, tout simplement, l'optimisation de ces contenus. Pourquoi? Parce que, notamment, on est dans un espace concurrentiel où il y a des contenus qui vont mettre en ligne des nouveaux contenus. Puis, d'un point de vue utilisateur, quand vous voyez un contenu qui est proposé de 2016 et un contenu de 2019, on fait tous pareil. On clique le 2019. Océane ensuite pose la question: pouvez-vous citer de nouveaux exemples de case study réussis qui ne soient pas des grandes marques? Merci, Océane. Alors là, j'imagine c'est des case studies sur vraiment des marques qui ont, on va dire, crevé le plafond en l'espace de quelques années. Alors, moi, les 3 marques que je vous ai données, en 2016, elles faisaient 0. Hein. 2016, c'est il n'y a pas longtemps. Hein. Mano Mano, Legal Start, Legal Place. Cependant, je vois que c'est. D'ailleurs, c'est marrant parce que je me disais ça pourrait être intéressant de faire justement un webinaire là-dessus où on prend plusieurs case studies. Donc ça, je le note pour trouver d'autres case studies à ce niveau-là. Par exemple, vous avez un autre exemple, hein, c'est à moindre niveau, mais qui est très intéressant, c'est Fuel Reduc, hein, un peu plus vieux comme exemple, mais pareil, ils ont fait un joli score grâce à leur approche contenu. En ce qui concerne les pages enfants, qui vont pousser la page d'atterrissage principale, il s'agit simplement de liens vers la page pivot. Est-ce que c'est bien ça? Alors oui, excusez-moi, je ne vais pas montrer le détail à ce niveau-là. Si je fais une page enfant qui dit par exemple comment bien choisir son chauffage électrique, forcément dans cette page enfant, je vais parler de la thématique principale, pente, quel chauffage. Et donc là, au moment, dans mon contenu rédigé, dans le contenu rédigé, quand je vais parler de chauffage, c'est simple, je mets un lien, c'est le fameux maillage interne vers ma page principale chauffage. C'est comme ce que fait Wikipédia, sauf qu'en SEO et d'un point de vue marketing, c'est x10 en résultat. En SEO, c'est un lien gagné vers votre page pilier. C'est aussi, vous envoyez des visiteurs vers cette page, donc c'est un signal. D'un point de vue marketing et content marketing, vous avez vos utilisateurs qui consomment beaucoup plus de contenu. Et du coup, plus un utilisateur consomme du contenu sur votre site web, plus il est à même d'acheter sur votre site web. Hein, c'est là pareil, hein, le SEO et le content marketing, c'est là où on a vraiment aujourd'hui la connivence entre les deux. Et donc, c'est important de réfléchir avec les deux casquettes. Ensuite, dis donc, je vois que ce webinaire autour des réponses fait poser beaucoup de questions. Est-ce qu'une PA, ah non, égale un contenu, ça on y a déjà répondu, donc ça c'est bon. Alors je vais aller en bas. Puis après on va finir. Non. Ah oui, donc d'accord, donc c'était bon pour la question de Sophie. Ah, Mathilde qui pose une question intéressante. Est-ce que l'on doit viser la position 0 pour l'ensemble de nos contenus ou seulement certains d'entre eux? Eh bien, vu qu'aujourd'hui, on le voyait statistiquement, vous avez 12% des mots-clés qui ont des positions 0. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la grande majorité, clairement. Donc l'idée, c'est, et ça je vous le montrais tout à l'heure dans les techniques, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai peut-être des contenus déjà aujourd'hui qui se positionnent sur des mots-clés qui ont cette position 0. Donc cela, je vais les optimiser. Et après, il y a 2 choix à faire.
c'est d'un côté, c'est d'identifier tous ces mots-clés qui ont des positions 0. Donc ça, c'est la technique que je montrais avec Href SEMrush. Vous pouvez lister tous les mots-clés, notamment en regardant ceux de vos concurrents, les mots-clés type P0, qui déclenchent une P0. Donc vous pouvez mettre ceux-là dans votre calendrier éditorial. Potentiellement, il y a des chances qu'ils soient plus difficiles. Hein. Vous pouvez regarder notamment le keyword difficulty à ce niveau-là. Et à côté de ça, vous pouvez également lister d'autres mots-clés qui n'ont pas de P0. Moi, je pense qu'il est important dans une stratégie de contenu, hein, c'est bien entendu d'avoir vraiment une stratégie où je vise à la fois du court terme. Donc c'est l'océan bleu d'un point de vue trafic SEO. Je vais taper des mots-clés où il y a assez peu de concurrence. C'est notamment les fameuses pages enfants que je vous proposais pendant le webinaire. Et du long terme, notamment le mot-clé chauffage que je montrais. OK, il a une P0, mais c'est un mot-clé qui est difficile. Et c'est mes pages enfants qui vont me rapporter du court terme, mais qui en plus vont pousser ma stratégie sur le long terme, et notamment cette page par an. Donc voilà, moi je serais vraiment sur les deux axes, bien entendu, parce qu'on le sait tous en market. Hein, déjà le SEO, contrairement au trafic payant, bien entendu, c'est pas la même inertie. Donc en SEO, on a 3 mois, 6 mois avant de pouvoir avoir de premiers résultats. Donc autant déclencher à la fois du court terme et du long terme. Donc voilà. Donc voilà. Écoutez, j'ai répondu. Moi-même, je pense avoir été un gros moteur à réponse sur ces dernières minutes. Donc je vois que ça a suscité plein de questions. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Pour les utilisateurs, les participants de ce webinaire, je suis également très intéressé pour avoir vos retours par email. Donc j'ai mon email qui est ici. N'hésitez pas à m'envoyer vos feedbacks et aussi des idées de prochains webinaires. Puisque l'idée, de toute façon, c'est qu'à travers SEMJ et Réputation VIP, on puisse tout simplement vous proposer les meilleurs webinaires pour vous guider dans votre stratégie SEO et Content Marketing sur les prochains mois. Voilà, merci à tous et je rends l'antenne.